Madame Lienemann, c'est un véritable honneur évidemment de vous recevoir. Vous avez un parcours politique qui est extrêmement long. Attendez. Non mais attendez, qui peut se glorifier d'avoir été maire, conseillère générale, conseillère régionale, député européen, vice-président du Parlement européen, 2 fois ministre, et maintenant sénatrice. C'est un véritable plaisir parce que, à titre personnel, l'ouvrage dont vous avez été la rapporteure, honnêtement, c'est pas mon livre de chevet. Je préfère Zweig. Mais, ça a été une vraie source d'inspiration pour nous. C'est un travail absolument remarquable et sans aucune forfanterie. Hein, et sans... Voilà. Nous vous le conseillons vivement. Alors, j'espère qu'il y a un certain nombre de choses qui sont là-dedans, qui ne se retrouvent pas encore dans la loi. Et ce serait formidable qu'elles s'y retrouvent. Voilà. Nous vous proposons le fonctionnement suivant. On va voir comment les choses marchent. Il y a sur cette loi, extrêmement rapidement, c'est une loi qui bien évidemment est très complexe parce que l'économie sociale et solidaire est un monde très vaste. Le législateur, en tout cas, pardon, l'équipe du ministre a voulu répondre politiquement, à trancher politiquement le fait que pour eux, l'économie sociale et solidaire, c'était à la fois les entreprises qui avaient un statut particulier, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, j'espère que j'en oublie pas, mais en gros, c'est les fondations, hein, c'est les principales, et a voulu, et ce n'était pas forcément si évident que ça, y ajouter l'ensemble des entreprises commerciales qui ont un objet social. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont regroupées, notamment dans le MOVES, et donc a souhaité avoir ce qu'on appelle une vision inclusive de cet ensemble-là, et à côté des entreprises à statut traditionnel, ont accepté que d'autres entreprises, dès lors qu'elles ont une gouvernance démocratique, dès lors qu'elles ont un autre objectif que le simple objet de partage de profit, dès lors qu'il y ait une orientation des bénéfices qui aille vers le développement et la pérennité, j'ai cru comprendre, j'espère que c'est le cas, qu'avec l'obligation, mais je crois que ça ferait l'objet d'un décret, avec l'obligation d'une mise en réserve, et évidemment quelque chose à laquelle nous tenons, que ces réserves deviennent impartageables. Voilà. Donc c'est une loi qui est complexe. Nous avons pris le parti. Émilie, si on pouvait juste voir simplement le planning, et puis après on va appeler tout le monde pour la table ronde. Nous avons pris le parti. Donc, présentation de la loi, le 24 juillet en Conseil des ministres. Au Sénat, en novembre 2013, il y a eu une interruption à cause des élections. Cela dit, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a déjà travaillé. Et puis, en première lecture, normalement, sous réserve que ce ne soit pas changé, hein, une première lecture à l'Assemblée. Alors, c'était très important que cette loi définisse bien le périmètre de l'économie sociale et solidaire, parce que derrière, il y a tout un volet qu'on ne va pas forcément aborder ici, mais qui est important, qui est relatif au financement de l'économie sociale et solidaire, alors avec des choses qui nous concernent pas beaucoup, parce que ça va rénover notamment les titres associatifs, ça va créer des certificats mutualistes, donc vous voyez, ce n'est pas tellement pour nous. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui concerne les titres participatifs, et nous savons que la BPI va être normalement... la BPI va participer d'une manière conséquente à la création d'un fonds qui sera orienté vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors,
La loi, vous voyez, la loi, et ça c'est simplement l'introduction de la loi. C'est très complexe l'examen du loi, mais Marie-Noëlle Lienemann vous en parlerait mieux que quiconque. Mais ayez en tête, il y a 8 titres au niveau de cette loi. Le titre premier, il est ce que je viens de dire, il est consacré à la définition de l'économie sociale et à son organisation au niveau sur le plan territorial. Le titre 2 comprend des dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés. C'est notamment au sein de ce titre 2 qu'il y a le droit d'information dont on va reparler tout à l'heure. Le titre 3, il comprend des dispositions de modernisation des régimes des coopératives. C'est dans ce titre-là que il y a des choses liées qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer les scopes d'amorçage, qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre des groupements coopératifs. Je passe rapidement parce qu'on va voir tout ce qui nous intéresse, nous. Le titre 4 est relatif aux sociétés d'assurance, aux mutuelles, etc. Ça ne nous concerne pas trop. Le titre 5 est relatif aux droits des associations, ça ne nous concerne pas. Le titre 6 aux fondations. Et le titre 7, je ne le vois pas. Et le titre 8, c'est des dispositions diverses. Donc, Émilie, si on pouvait juste, nous, on va se consacrer, si on pouvait passer le slide d'après, pour aller plus vite, on va se consacrer à 6 points, qui sont, le droit d'information, la scope d'amorçage, les groupes coopératifs, la révision coopérative, les SIC, les CAE, et si ça vous convient, Madame la sénatrice, je vous propose de vous asseoir au milieu, de faire venir, que chacune de ces personnes présente très rapidement ce qu'il a compris de la loi, et vous pose une question ou vous lance sur ce thème. Et puis ici dans la salle, il y a des gens qui ont vu de poser des questions sur ce thème-là. Pardon, j'oublie mon micro. Voilà, donc on vous propose quelque chose d'un peu interactif. C'est un peu peut-être nouveau, mais on prend un certain risque. Mais je le prends avec vous, si ça vous convient.